Bienvenue sur En Vrai, le podcast signé Coca où l'on aborde des sujets dont tout le monde parle ou pas encore, et où chacun partage sa vérité parce qu'on est persuadé d'une chose, il n'y a pas de vérité absolue. Alors, bienvenue aux invités autour de la table et bienvenue à vous, les auditeurs qui nous écoutez, auditeurs et auditrices, pardon, qui nous écoutez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret, l'apprentissage en Suisse. Donc moi, c'est Cyril, je suis apprenti chez Coca depuis bientôt 3 ans, ça va faire 3 ans, dans le cercle produit en tant que développeur informaticien. Donc j'apprends concrètement à offrir une solution à un problème, mais plus spécifiquement à programmer justement des applications. Donc franchement, chaque semaine, on me pose les mêmes questions dans mon entourage. Donc pourquoi t'as choisi l'apprentissage, tu voulais pas faire des études plus tôt, t'es payé, tu fais quoi concrètement, bref, des questions un peu classiques. Donc aujourd'hui on va poser les choses sans filtre, on va discuter de l'apprentissage côté apprenti, mais aussi côté formateur et entreprise. Donc pourquoi former, qu'est-ce que ça apporte aux boîtes, etc., etc. Puis on va aussi parler de la vraie vie, donc télétravail, holacratie, les options d'évolution, les doutes aussi côté apprentissage, apprenti et formateur. Donc ça va être fun. Donc rapidement avec un petit tour des invités avant d'attaquer le sujet. Je commence par toi, Marie-France Cochard, donc Office Manager chez Chem2Chem depuis 20 ans, bravo. Donc bonjour, bienvenue, merci d'être là. Merci. Laurent Fridet, donc apprenti Interactive Media Designer depuis 2 ans. C'est ça. Bienvenue, merci d'être là. Et Léa Volongo, responsable formation depuis 2 ans. Bienvenue aussi, merci beaucoup. Et enchaînons directement avec la première question. Donc pour toi, Laurent, si ça ne te dérange pas. Ouais. Simple et difficile à la fois, pourquoi avoir choisi la voie de l'apprentissage plutôt que des études plutôt classiques ? Alors, moi, en fait, j'ai eu une scolarité un peu difficile. J'ai un trouble de l'attention, une dyslexie assez forte qui ont fait que vraiment l'école primaire et secondaire, ça s'est mal passé, globalement. Okay. C'était pas désastreux non plus. J'ai quand même passé plein de bons moments et tout. Mais après les cours, après l'école secondaire, j'ai dit non, plus d'études. Plus d'études du tout. Et en fait, après, il y a eu une petite année de latence où je suis parti en Irlande pour apprendre l'anglais. Et après, j'ai fait un pré-apprentissage justement pour me lancer dans cette voie de l'apprentissage. J'avais envie de bosser, j'avais envie de découvrir le concret, quoi. Trop bien. Est-ce que tu avais peur de manquer de quelque chose, plutôt en ne faisant pas un parcours école classique, en suivant plutôt la masse et voilà, ou est-ce que ta décision t'a stressé avant de justement partir en pré-apprentissage ? Non, alors je vais un peu à l'envers dans le sens où je réponds d'abord à la question est-ce que ça a été stressant ? Ouais. En fait, surtout ce qui a été une grosse période difficile, c'est la recherche de l'apprentissage, vu que c'est comme le milieu du travail, sauf que j'avais 15 ans, ouais, forcément. 16 ans. C'est un peu, donc ça, c'était vraiment une période pas facile, très stressante, un peu angoissante, on se remet en question et tout. Mais par contre, j'étais quand même assez sûr que je voulais faire un apprentissage et j'avais pas peur de manquer quelque chose par rapport aux études parce que justement, par rapport à mon parcours scolaire un peu compliqué, mes parents, ils ont été très supportifs, comme on dit. Ils m'ont bien supporté là-dedans. Et puis en fait, donc ils m'ont souvent répété que j'allais pas manquer de quelque chose et puis que juste l'école c'était pas fait pour moi, mais qu'il fallait pas que je m'inquiète si mes notes ça allait pas, si ça me plaisait pas les études et tout. Donc non, pas pour moi. Trop bien, nickel, tant mieux. Du coup, plutôt question maintenant au maître d'apprentissage, pourquoi avoir accepté de former des jeunes au sein de boîtes, de vos boîtes ? Alors moi, je pense qu'on a quand même un devoir de transmission de notre savoir. Je pense que c'est de donner ce qu'on a à des jeunes et puis former la relève. C'est comme un devoir, je pense. Et puis, c'est une bonne image aussi de soi et puis, je pense, pour l'entreprise. Je suis assez d'accord. Ça prend pas mal de choses des deux côtés. Je rejoins ce que dit Marie-France, justement. De transmettre son savoir, c'est primordial. Assurer la relève, qui est parfois difficile. Je travaille chez FIDA dans le domaine de la construction et c'est vrai qu'on a de la peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée.
Mais pour qu'elle soit qualifiée, il faut la former, la main-d'œuvre. Et puis, pour la former, il faut ouvrir ses portes. Et puis, je pense aussi que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que autant les personnes peuvent former la relève, apprendre un métier, transmettre, mais les apprentis peuvent aussi nous apprendre quelque chose à nous. Les nouvelles technologies, toutes les nouveautés, tout ce qu'ils apprennent au cours. Je pense que la transmission, elle va un petit peu dans les deux sens. Je suis assez d'accord. Bon, par contre, moi, personnellement, je suis à l'EPSIC, du coup, pour les cours. Par contre, je trouve que dans certaines écoles, en tout cas la mienne, ils sont assez vieillots. Donc, ça peut arriver aussi que... Ancienne méthode. Voilà, niveau nouveauté, on n'est pas là. Mais c'est clair que oui, de ce point de vue-là, on peut apporter justement ce petit grain de nouveauté qu'on apprend pas forcément en cours, mais justement un peu partout, ouais. Donc, comment est-ce qu'on devient maître d'apprentissage dans les grandes lignes, grosso modo? C'est quoi un peu les étapes, les échelons? Est-ce qu'il y a des certificats, des choses comme ça? Oui, déjà, il faut l'envie. L'envie d'avoir des jeunes à ses côtés. Et puis après, oui, il y a des formations. En tout cas, pour le métier d'employé de commerce, on a des certifications. Ouais. Pour ma part, j'en ai suivi, je crois, 2 ou 3. C'est gratuit en plus. Ah, trop bien. Ouais, c'est intéressant, c'est gratuit pour les entreprises. Et puis, on est baigné avec d'autres métiers, en fait, à ce moment-là. Pour la même formation? Pour la même formation. Okay. Formateur d'entreprise, ouais. D'accord. Et puis après, en tout cas pour employé de commerce, après, il y a plus spécifique. Et puis, il y a la suite, en tout cas pour la nouvelle ordonnance qu'il y a eu, il y a encore d'autres cours. Okay. Et après, on peut encore faire d'autres cours. Moi, j'en ai suivi quelques-uns, je vais en refaire un. Ouais. Il y a plusieurs manières de faire. Il faut s'y intéresser aussi, oui. Et puis avoir envie d'évoluer, je pense. Okay. Je pense que l'envie, c'est le... Ouais, c'est le moteur. Hein. C'est le moteur, mais par contre, l'autorisation de former, en effet, il faut, pour être entreprise formatrice, il faut avoir des formateurs. Et puis, c'est vrai que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. On veut former, mais il faut quelqu'un déjà avec un CFC de base. Pour qu'il puisse être formateur, pour qu'il puisse former. Mais si on n'a pas de CFC, on ne peut pas former. C'est un cercle vicieux. Donc, c'est pas facile. Est-ce qu'une entreprise peut être une entreprise formatrice avec un seul formateur? Oui. Oui, c'est le minimum. En fait. Il faut qu'il y ait un formateur. Oui. Okay. Et est-ce que tout le monde peut former? Tout le monde peut se lancer dans la formation de devenir formateur? Est-ce qu'on peut être refusé en tant que formateur? Je pense pas. Non, sauf si on n'a pas le métier de base. Par exemple, moi, je ne peux pas être formatrice, je ne sais pas, dans l'étanchéité, voilà, parce que je ne suis pas étancheuse de formation. Il faut avoir le papier dans le domaine. Voilà. Ok. Est-ce que c'est un peu, je prends l'exemple de Ramé, mais est-ce qu'on a toujours des cours périodiques où on est obligé d'aller pour se tenir à jour? Non. Ou est-ce que, donc c'est juste plusieurs formations, plusieurs cours, puis on a le certificat, puis après on le garde, donc on n'a pas besoin de renouveler. Okay. Mais c'est quand même recommandé de suivre, suivant l'évolution du métier, c'est quand même recommandé d'aller. Hein. Et je pense que c'est utile. Hein. Oui. Pour la nouvelle ordonnance, par exemple, pour employé de com, il y a plein de changements. Donc, on est obligé de se tenir à jour. Sinon, je pense qu'effectivement, si on ne se tient pas à jour, on est perdu. Hein. Ok, c'est cool, trop bien. Puis est-ce que vous pensez que, là c'est plutôt une question générale, est-ce que vous pensez plutôt que l'apprentissage c'est mieux reconnu aujourd'hui plutôt qu'avant? Donc avant peut-être il y a 10 ans, 10-15 ans, puis au fil des années en Suisse ça s'est amélioré ou pas? Moi je pense. Okay. Moi j'ai mon expérience que depuis pas longtemps. Oui, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que aujourd'hui quand je dis que je fais un apprentissage, tout le monde voit ce que c'est. Ouais. Il n'y a pas de doute. C'est juste, ouais. Par contre, quand j'étais face à ma conseillère d'orientation au secondaire et qu'elle m'a dit « tu peux faire un apprentissage », j'ai dit « ok, j'ai noté ». Quand j'allais en parler avec des gens, « ouais, je vais faire un apprentissage », les gens, ils me disaient... Enfin, il y en a certains, ils me disaient « c'est quoi un apprentissage ?» Okay. Donc, intéressant. Pour moi, il y a quand même une évolution, même à mon échelle. Après, peut-être que je suis juste tombé sur les mauvais gens. C'est possible aussi. Ouais.
Moi, je pense que l'évolution, elle est surtout dans le regard. J'ai l'impression qu'avant, ceux qui faisaient des apprentissages, c'était les personnes qui avaient des difficultés scolaires, qui n'allaient pas faire d'études. Voilà, on a tous entendu la phrase si tu ne travailles pas à l'école, tu vas finir sur les chantiers. Alors qu'à l'heure actuelle, je pense que finir sur les chantiers, c'est très bien. On peut se former, on peut évoluer, on peut avoir des postes à responsabilité très vite. Donc, c'est pas... moi, je trouve très bien, en fait. J'encourage les gens à finir sur les chantiers. Donc, je pense que le regard, il a un petit peu changé. Avant, c'était études. Très bien, c'est super, c'est qu'on est intelligent. Voilà. Et puis, il y avait les autres. Alors que maintenant, même le canton, je pense qu'ils prennent aussi d'autres dispositions. Ils essayent de promouvoir justement la voie apprentissage. Et c'est reconnu. Et puis, comme tu disais, tout le monde connaît. Et c'est vraiment une bonne voie à suivre. Je trouve aussi, quand j'étais parti justement en apprentissage il y a 3 ans à peine, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais on voyait surtout qu'il y avait un gros amas de personnes qui allaient plutôt vers le gymnase, puis qui se dirigeaient plutôt vers les écoles justement de commerce et autres. Et il y avait genre juste un tout petit groupe qui allait vers un apprentissage plutôt spécialisé, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, etc. Donc je trouve aussi que ça c'est vraiment plus valorisé, surtout avec aussi de plus en plus d'entreprises se forment puis justement deviennent formatrices. Il y a aussi des fois on voit des affiches d'entreprises qui proposent justement d'engager, des fondations aussi qui émergent. Donc c'est assez cool, ça revient un peu, ça devient un peu une évolution un peu comme ça, pas tendance, mais ça remonte un peu. Donc mais si, il y a quand même une tendance de l'apprentissage. C'est juste. Oui, je trouve. Ouais, c'est clair. Question aussi pour tout le monde, même pour toi Laurent, tu verras, je pense que tu arriveras quand même. Si tu devais convaincre plutôt une entreprise de former un apprenti, tu dirais quoi en une phrase, ou allez, plutôt 2? Ça peut être aussi intéressant de voir ta phrase. Je commence parce que j'ai une idée. Moi, j'ai envie de dire, les apprentis, ils sont cool. Les apprentis, c'est un peu la relève. C'est une nouvelle génération et ça apporte beaucoup à l'entreprise. Voilà. Ok, très bien. Moi, j'ai envie de dire, forme aujourd'hui, transforme demain. Incroyable. C'est un peu le slogan que j'utilise, je le mets à toutes mes sauces. C'est vrai que je trouve que si on veut évoluer, si on veut avoir un peu ce côté frais, la fraîcheur d'un apprenti, transmettre son savoir, la relève, avoir d'autres idées, je pense qu'il faut former. Il n'y a pas d'autres... je ne vois pas beaucoup d'autres options. Très bien. Je ne sais pas si tu veux... Non, je pense que ta phrase, elle était adéquate. Elle était très bien. Elle regroupait bien le... Parfait. Du coup, je peux rebondir là-dessus. Côté entreprise et côté business, du coup, on avait dit justement qu'est-ce qu'on gagnait justement en tant qu'apprenti puis en tant qu'entreprise, pardon. Donc justement la question, que gagnent les entreprises et les apprentis, on en avait déjà discuté avec les nouveautés, les choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils gagnent à être formés, à devenir entreprise formatrice, et qu'est-ce que les apprentis peuvent leur apporter, voilà. Je pense que l'apprenti peut amener de la fraîcheur, des nouveautés, mais alors après ça dépend, mais je pense vraiment que chaque personne d'une entreprise, apprenti ou pas, amène quelque chose. Donc, il y a peut-être l'expérience pour les personnes plus âgées que l'apprenti n'a pas. L'apprenti va amener de nouvelles technologies ou des choses qui voient les nouvelles tendances. Donc, je pense que c'est un petit peu l'avantage pour l'entreprise. Et aussi d'être entreprise formatrice. Je pense que pour la marque employeur, c'est positif. Et ça montre qu'on investit. Et puis, qu'un apprenti, par exemple, qu'on forme, en tout cas pour FIDA, qui reste chez nous ou qui part, on se dit, il y a quelqu'un de qualifié qui est... qui sort. Donc, je préfère qu'il y ait quelqu'un de qualifié qui sorte, qui fasse son expérience, qui revienne chez nous ou pas, qui reste chez nous ou pas. Mais au moins, c'est quelqu'un qui a eu une formation, qui a un métier et qui sait ce que c'est aussi le monde du travail. Ouais, c'est clair.
Et même, je pense qu'il y a aussi cet aspect positif d'amener une belle image à la marque ou à l'entreprise si justement il y a un apprenti qui ne reste pas dans l'entreprise mais qui va voir ailleurs, justement, qui va être engagé ailleurs sous le nom du coup de... C'est vrai que tu représentes. Oui, exactement. Oui. Ouais, tu représentes justement ton ancienne entreprise, puis tu portes un peu les valeurs de ces dernières. Exactement. Tu as été formé dedans. Dans le CV, suivant les formations ou suivant l'apprentissage, c'est vrai que ça a quand même une certaine valeur. Il y a des apprentissages pour le même métier. On sait qu'il y a eu des formations internes, par exemple, ou il y a eu un coaching, il y a eu un cadrage. Et puis, en effet, ça valorise encore plus l'apprentissage et l'apprenti. Ouais. C'est clair. Tout à fait. Passons du coup à une question donc de télétravail. Donc depuis le Covid, le télétravail est largement utilisé et normalisé, que ce soit justement en tant qu'apprenti ou formateur ou autre. Donc est-ce que justement depuis le Covid, ça a changé vos quotidiens en tant que formateur ou apprenti? Donc est-ce que, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que le travail est possible en tant qu'apprenti? Est-ce qu'il y a des restrictions, des contraintes, ou est-ce que c'est open bar, on peut y aller? Donc ouais, je sais pas qui... En tout cas, moi, je suis peut-être de la vieille école. Moi, je le veux pas. Je pense que c'est le métier aussi, pour les employés de commerce, on a quand même un métier qui est quand même... dans le service, on accueille les visiteurs, on leur offre le café. Je crois que depuis la maison, on va pas pouvoir faire grand-chose. D'accord. Et puis, peut-être aussi un métier encore de paperasse, donc d'aller ouvrir le courrier et tout ça. Et puis bon, ils sont, en tout cas, ceux que j'ai d'apprentis, ils sont à 60% en entreprise. C'est déjà pas énorme. Je pense que c'est important qu'ils voient ce que c'est, le monde du travail, se confronter en permanence à ce monde d'adultes. Ils sortent de l'enfance, de l'adolescence et ils se confrontent au monde d'adultes. C'est pas en restant chez eux, à côté de leurs parents, dans leur maison, dans leur cocon, où ils sont bien, j'en doute pas, qu'ils vont se confronter à cette réalité. Je pense que c'est important, pour moi en tout cas, ma vision des choses, qui viennent au bureau, qui viennent voir ce que c'est, qui viennent à des horaires, qui voient ce que c'est le vrai monde du travail. Et c'est pas que je suis contre le télétravail, je pense qu'à cette période, ils doivent apprendre ce que c'est. C'est important. Par contre, en tant que formatrice, je veux être là. C'est-à-dire que je vais pas leur montrer le mauvais exemple de travailler depuis la maison. Moi, je suis là. Ok. Impeccable. Ouais. Moi, j'ai eu fait du télétravail. Je sais pas si c'est permis, mais donc moi j'ai eu fait du télétravail, mais je pense que ça change beaucoup d'une formation à l'autre, dans le sens où je suis quand même d'accord avec cet argument de on doit apprendre la vraie vie et tout. Mais moi du coup je suis dans un métier qui est vraiment derrière l'ordinateur. Je suis dans un métier qui est surtout de la vidéo, surtout des programmes, et donc le télétravail il est tout autant efficace à la maison qu'au travail. Après, au-delà de ça, il y a vraiment cette dimension de est-ce que c'est bien pédagogiquement, j'ai envie de dire. Enfin, voilà. Du coup, c'est ce que tu as dit. Moi, je suis plutôt d'avis, c'est OK de temps en temps. Aussi, moi, je me retrouve des jours où, du coup, je suis vraiment tout seul au travail, et au final, c'est la même chose que si j'étais à la maison, au niveau travail rendu. Ouais. Mais ça dépend aussi du métier, je pense. Voilà. Je pense vraiment que ça dépend du métier. Évidemment, l'informaticien qui est aussi chez nous, s'il travaille depuis la maison, ça ne va pas pénaliser qui que ce soit. Tout dépend du métier, je pense. Toi aussi, dans la construction, j'imagine qu'il ne va pas faire du télétravail non plus. On a beaucoup de métiers, principalement l'étanchéité, on a la ferblanterie, façade. Donc voilà, métier de chantier. Donc en étant sur chantier, on est obligé d'être là. Il n'y a pas de télétravail possible. Après, on a aussi des employés de com. Comme tu disais, c'est quand même 2 jours de cours, 3 jours en entreprise. Donc rajouter en plus, voilà. Ça serait compliqué. Après, on essaie d'être arrangeant. Par exemple, s'il y a un rendez-vous en plein milieu de la matinée, puis que mon apprenti veut commencer par du télétravail, il n'y a aucun souci. Je suis ouverte à la question. Mais par contre, je trouve que pour les échanges, pour le suivi, pour le dynamisme, c'est quand même mieux d'être sur place.
Ouais, c'est Mais clair. ça, c'est mon point de vue. Oui, Ouais. non, Ça mais peut- Ouais, je suis aussi d'avis, je partage un peu le même avis que Laurent. Bon, je partage un peu les avis de tout le monde. Je suis assez d'accord aussi qu'il faudrait être aussi là pour apprendre justement le métier, l'ambiance, justement les valeurs de l'entreprise, comment ça fonctionne le monde du travail, etc. Ce genre de choses. Mais je suis aussi plutôt d'avis, plus on avance dans les années d'apprentissage, plus on gagne en autonomie, ou en tout cas on est censé. Donc de ce point de vue-là, plus on avance, donc plus on arrive à la fin, plus c'est entre guillemets autorisé, même si c'est un gros mot entre guillemets, autorisé justement de faire du télétravail. Après, on a toujours des jours de cours. Donc ça rajoute encore justement une période, un jour ou deux ou plusieurs où on n'est pas là avec l'entreprise. Mais c'est clair que dans des cas où on est vendredi, il y a personne qui est là, ou par exemple comme justement la semaine par exemple de l'Ascension, le vendredi, il y a plein de gens qui font le pont. Donc là c'est clairement un désert, il y a pas photo. Donc c'est clair que dans ce genre de cas, je suis assez d'avis. Bon après c'est clair qu'en fonction du métier c'est pas possible, mais en tant que par exemple informaticien, que je le fasse ici ou à la maison, ça change quasiment rien. C'est juste que si je veux avoir une information ou je veux résoudre un problème, c'est plus simple s'il y a la personne qui est à côté de moi puis que je peux discuter puis ça va plus vite. Autant que justement la personne réponde sur, je sais pas, Teams ou voilà. Donc c'est clair que je partage un peu les mêmes avis, mais des fois c'est quand même assez confortable de faire du télétravail dans certains cas justement aussi, quand le matin ou l'après-midi ou dans la journée on a un rendez-vous. Après ça c'est justement au formateur ou à l'entreprise de voir justement s'il accepte ou pas. Mais c'est assez cool. Dans certains cas, ça arrange quand même ce télétravail. Je pense que c'est aussi un pas... avant le Covid, je travaillais dans une entreprise où on faisait déjà du télétravail. Donc c'est vrai que pour moi, c'était un luxe parce que personne n'en faisait. Et puis ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu le télétravail à fond. Puis maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même à revenir revenir en entreprise. Donc voilà. Et puis c'est vrai que pour la partie apprentissage, je pense que si on veut vraiment transmettre quelque chose, c'est quand même mieux d'avoir la personne. Je suis d'accord. Mais dans certains cas, c'est vrai, 1 ou 2 jours où ça arrange, où il y a quelque chose, c'est aussi bien d'avoir la possibilité de faire les deux. C'est clair qu'avoir cette flexibilité, ça c'est sympa. C'est clair. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à garder le lien entre ces collègues, justement, qui sont, par exemple, que les collègues soient en télétravail puis toi, tu es au bureau, ou l'inverse, les collègues sont au bureau puis toi, tu es en télétravail. Et comment est-ce qu'on arrive justement à garder ce lien, tisser ce lien social, justement, avec les autres? Application. Oui, alors maintenant, on a aussi la chance d'être... dans une génération qui a le droit à Teams, Slack, et j'en passe et des meilleurs. Mais en fait, je sais pas s'il y a vraiment ce lien à la base. Est-ce que c'est possible même? Moi, je suis dans une petite équipe, donc quand on se voit pas, on s'écrit, on est toujours un peu entre les mêmes 4-5 personnes, mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vais rebondir, mais des fois, vu que moi j'ai les cours le lundi, ça fait samedi, dimanche, lundi, vraiment je vois personne, pas de collègues, rien. Donc, en plus, si des fois il y a des collègues qui justement sont en télétravail mardi ou mercredi, des fois je les vois que, par exemple, jeudi, vendredi, voire même peut-être une demi-journée parce qu'ils ont justement une formation, quoi. Donc c'est assez particulier. Des fois, on a l'impression qu'ils sont partis 3 semaines ou qu'on les a pas vus. On est là, mais attends, t'avais pas des vacances? Non, je venais de travailler. Ah, ok. Du coup, c'est assez des fois ambigu de garder ce lien. C'est surtout des fois qu'on connaît pas la boîte ou on connaît pas justement les collègues ou des fois on a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc c'est assez particulier, Même je pense qu'entre formateurs et apprentis, des fois justement s'il y a des formateurs qui sont en télétravail puis que l'apprenti reste justement au bureau, c'est peut-être difficile aussi de garder ce lien puis de garder cette formation, cette transmission de savoir. Puis, moi par exemple, je suis à temps partiel. Donc je suis à 80%. Donc il y a déjà un jour qui tombe pas sur un jour de cours. Évidemment. Mais j'ai pas trop le choix. Donc, c'est vrai que lundi, mardi, mon apprenti est au cours. Mercredi, je ne suis pas là. Donc, il reste jeudi, vendredi. Donc,
Donc, c'est vrai qu'après, on est une équipe. Hein, donc, mes collègues, ça forme le mercredi. Enfin, ça se passe bien, mais c'est vrai que je la vois pas beaucoup. Ouais. Donc, si j'ajoutais à ça encore du télétravail, alors j'en fais de temps en temps quand j'ai pas le choix, mais sinon, j'essaye d'être là, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est cool qu'il y ait quand même justement une délégation justement à des collègues qui peuvent former aussi. Pour moi aussi, en tout cas, durant ces 3 ans, même quand il n'y avait pas mes formateurs, il y avait des gens qui étaient là pour m'aider. Oui, mais c'est un travail d'équipe, la formation. C'est un vrai travail d'équipe, la formation. Je pense que c'est pas délégué à une personne. Ouais. Et c'est important d'avoir plusieurs regards, je pense. Tout à fait. Ouais, et des fois, ça peut être aussi compliqué parce qu'il y a des gens qui se sentent pas forcément pédagogues. Puis si on leur pose une question, ils savent pas trop comment répondre, comment expliquer, comment formuler. Puis du coup, ça peut être assez drôle, mais plus on le fait, plus ça devient naturel. Ouais, voilà. Et ça leur fait du bien à eux. Ça leur apprend, à ces gens-là, ça leur fait du bien, je pense. C'est un apprentissage dans les deux sens. On m'a toujours dit, si tu sais expliquer, enfin, si tu connais quelque chose, c'est que tu sais l'expliquer. Si t'arrives pas à l'expliquer, c'est que tu connais pas, enfin, t'as pas compris, quoi. Donc c'est assez drôle, justement, de voir les collègues, tenter d'expliquer ce qu'ils font, essayer de répondre à tes questions. C'est très, très cool. Moi, je suis dans une période transitoire en ce moment où j'ai qu'une formatrice. Donc, encore une fois, dans cette petite équipe qui change normalement un peu en juillet. Mais du coup, ça fait que quand ma formatrice elle est pas disponible, il y a une personne qui est disponible. Donc oui, moi je suis vraiment cet argument de il faut plusieurs formateurs, formatrices, parce que sinon on a des petits problèmes, ou même au-delà des problèmes, c'est plus agréable d'avoir plusieurs personnes formatrices. C'est sécurisant aussi, je pense, pour l'apprenti de se dire, bon, si j'y arrive pas, j'ai le relais quand même, j'ai la personne au-dessus qui va pouvoir m'aider, enfin qui est là. L'apprenti, il ne doit pas supporter des responsabilités qui ne sont pas les siennes non plus, et avoir peur de les avoir sur les épaules, en fait. Après, ça peut bloquer justement les apprentis, ils peuvent se sentir mal, puis ils peuvent dire alors ça se passe pas bien au boulot. C'est moyen, après ça, justement, ça vernit un peu l'image de l'entreprise, justement des formateurs, etc. Donc je suis assez d'avis. Mais du coup, toi, vu que tu es dans une petite équipe, est-ce que c'est compliqué, enfin, est-ce que des fois, tu n'as pas de collègues justement qui peuvent te transmettre le savoir, ou même quand les formateurs ne sont pas là? Non, pas spécialement. J'ai un autre apprenti stagiaire qui a fait le CPNV en 4 ans, du coup, qui est la même formation que moi, mais qu'en école. Et en fait, sa dernière année, il l'a fait en stage. Donc, en fait, il a fait 3 ans théorique et 1 an, du coup, en pratique dans le même bureau où je suis. Et donc, lui, parfois, il peut répondre à mes questions, pareil, mutuellement et tout. Mais du coup, quand ma formatrice n'est pas là, elle n'est pas là. Et souvent, en fait, là où ça coince un peu, c'est pas forcément des questions techniques, parce qu'en deuxième, je commence à être quand même assez compétent et tout. Mais c'est... si la formatrice demande quelque chose, un rendu, suivant comment ça doit aussi être, comment elle l'entend. Et si elle n'est pas là pour donner son avis, c'est problématique, parce que moi, je ne peux pas avancer. J'ai des fois des questions de est-ce qu'on fait plutôt Corpo EPFL, Corpo AMLD, c'est une sous-branche de l'EPFL. Si elle n'est pas là pour me répondre, je ne peux pas avancer. Et des fois, c'est arrivé que j'avance quand même et qu'elle me dise, mais pourquoi t'as fait ça? Et je suis là, genre, tu peux pas forcément répondre, du coup. Ok. Ça peut arriver, du coup, t'es bloqué genre une journée entière, puis tu restes juste bloqué là, et puis t'as personne à t'aider aussi? Non, mais je dirais que, parce qu'on a toujours d'autres trucs à faire, voire même si on n'a rien à faire dans le domaine du travail, on a toujours les cours à bosser à côté. C'est clair. C'est une des responsabilités qui fait que l'apprentissage, c'est pas forcément la voie facile. C'est que du coup, on a un travail et des études. Enfin bref, au-delà de ça, non. On reste pas bloqué toute une journée. Par contre, la productivité, elle est vachement ralentie. Ça peut arriver justement de passer une semaine sur un projet au lieu de 1 jour et demi, parce que justement, il n'y a pas les collègues, la formatrice n'est pas disponible, les autres, ils sont en télétravail. Voilà. Ça peut être très compliqué, je vois. Si personne répond aux questions dans une petite équipe, ça a tendance à stagner. Ok. T'en penses quoi, Léa, là-dessus? Je rejoins pas mal les discussions. Je pense que il
il faut que, enfin, c'est un travail de groupe. Hein. Alors ça, c'est l'équipe. Je pense qu'avoir un formateur officiel, mais au final, on est tous un petit peu formateurs, formatrices. Oui, on devient. Voilà, exactement. Ouais, on le devient, même si on veut pas. C'est ça. Mais c'est important d'avoir un référent. Et puis, c'est vrai que des fois, il y a des sujets qui sont bloqués. Et ce que j'essaye de faire typiquement, c'est que lundi, mardi, par exemple, je prévois des projets qui peuvent attendre le jeudi, que je donne le mercredi, que je ne suis pas là. Enfin, j'essaie de m'organiser en fonction que les projets ne soient pas bloqués, sachant que je ne suis pas là le mercredi. C'est aussi une organisation supplémentaire. Mais je pense que c'est important parce que c'est aussi un peu frustrant, je pense, pour l'apprenti d'être bloqué. Ouais, c'est clair. Ouais. Et de ne pas pouvoir avancer alors qu'il manque des fois une validation, ou juste un point de vue, ou c'est un détail, voilà, pour pouvoir encore abattre une journée de travail. C'est clair. Donc, je pense aussi, voilà, si on arrive à être réactif en tant que formateur ou bien trouver des solutions en amont, je pense que ça peut éviter quelques frustrations. Ouais, c'est clair. Moi, je me rends disponible souvent par téléphone s'ils ont besoin pendant mes jours d'absence. Oui, pareil. Bien, pas bien, ça, je ne sais pas. C'est mon choix. Je reste disponible s'ils ont besoin. Ils savent qu'ils m'appellent au dernier recours. Ils essayent de ne pas me déranger non plus. Ils sont chouettes. Non, mais bon, ils sont chouettes aussi de faire attention à ça. Mais s'ils étaient complètement bloqués, c'est sûr qu'ils peuvent m'appeler. Des fois, je ne vois pas tout de suite non plus. J'ai d'autres choses et je les rappelle. C'est clair. Mais je pense que c'est une bonne pratique en soi de rester disponible. Après, pas tout le monde peut le faire justement parce qu'on a des rendez-vous. Enfin, on a notre vie à côté. Mais c'est clair que justement, c'est assez cool de rester disponible même quand on est en télétravail ou même quand on n'est pas... on n'est pas censé être là. Si on a vraiment, si l'apprenti qu'on forme vraiment a besoin d'aide, vraiment il est bloqué, c'est cool de pouvoir se débloquer comme ça. Bon, après, justement, avec les contraintes qui viennent avec, voilà. Mais ça reste sympa, cool. Du coup, plutôt une question. Moi, je vais répondre pour moi parce que c'est plutôt une question pour moi, malheureusement. Donc, chez Coca, on est en holacratie, donc c'est un système hiérarchique différent du système classique. Donc l'holacratie, en fait, je vais l'expliquer brièvement, c'est un système à plat. En fait, c'est pas pyramidal, c'est vraiment à plat. Donc on a ce système de cercle où justement, j'avais dit, je crois dans ma présentation que j'étais dans le cercle produit, c'est un cercle justement attaché à un autre cercle qui est attaché au cercle principal qui est Coca. Puis en fait, pour chaque cercle, on a des personnes assignées à des rôles qui peuvent justement être assignées à un seul ou plusieurs rôles. Et chaque cercle a un leader de cercle qui dirige un peu ce pôle. On peut un peu le comparer justement à un département dans un système plus classique. Et justement, la différence, c'est qu'on a, entre guillemets, pas de manager. On n'aime pas ce terme chez Coca du tout. c'est vraiment, on n'aime pas du tout ça. On n'a pas de manager, entre guillemets. C'est plutôt justement ces leaders de cercle qui viennent justement un peu diriger sans vraiment cette ambiguïté de manager. Donc, la question, c'était qu'est-ce qui a changé pour toi, sachant que l'entreprise est en holacratie. Donc, je vais parler plutôt de mon expérience en tant qu'apprenti, du coup, parce que je n'ai pas eu d'autres expériences. Mais vu que c'est ma première entreprise d'apprentissage, je suis arrivé directement quand on a commencé en holacratie. Donc, c'était en 2022, je crois, il y a 3 ans à peu près. Donc, ça ouvre justement beaucoup plus d'opportunités, je trouve, parce qu'on on peut évoluer plus facilement dans des rôles qu'on aimerait. Par exemple, on a un rôle justement dans notre cercle qui est événementiel, où justement ce rôle consiste en préparer justement des événements pour la boîte, des team building, des choses à faire justement avec les collègues. Donc de ce point de vue-là, justement, ça permet d'évoluer plus facilement vers un autre rôle qui t'attire. Et aussi justement d'avoir plus de flexibilité en fait. Et je le trouve, je vois surtout avec mes collègues de
d'école, qui eux sont plutôt dans un système classique. Les processus sont pas les mêmes, durent vachement plus de temps. Là, on est quand même dans un système agile, donc c'est très... Ouais, c'est très flexible. Le principe, c'est vraiment de rester agile, donc de pouvoir s'adapter quand on peut. Quand on peut. Et ouais, voilà. Je sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de l'holacratie. Je sais pas. Ouais. Si, Moi, j'ai eu ça. C'était non officiel, mais en fait, justement, là, je disais, j'étais dans une période transitoire, dans le sens où à la base, moi, j'avais un formateur et une formatrice. Et en fait, on était dans un bureau, du coup, petit, on était 7 ou 8. Et puis, en fait, c'était assez tous sur le même niveau. Il n'y avait pas vraiment de chef dans l'équipe ou autre. Et ça, c'était très agréable. Comme tu disais, ça permet un peu d'être plus touche à tout, de voir plus les choses qui nous intéressent spontanément. Parce que du coup, ça donne, je pense, une impression de charge de travail réduite parce qu'on est plus efficace, pour moi. Là où, en fait, au contraire, là, dans ma période transitoire où je suis dans une équipe encore plus petite avec une formatrice qui est pas très disponible et qui, en fait, elle, c'est vraiment la manager. Là, actuellement, je suis dans une équipe où il y a vraiment une manager, il y a vraiment une chef. Et puis, on fait en fonction de ce que la chef dit. Et ça, en fait, du coup, ça va pas mal à l'encontre de ce que je viens de citer, dans le sens où on est plus au ralenti, on a moins l'occasion d'aller juste voir des petits sujets comme ça parce que ça nous intéresse. C'est vraiment... ça met plus une ambiance usine, si on peut dire ça, dans le sens où c'est vraiment boulot. Là où, dans mon équipe d'avant, qui était plus une holocratie, c'est ça ? Et c'était plus fun, quoi. Je veux dire, le travail n'est pas censé être fun, mais c'est mieux quand il l'est. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as préféré plutôt l'un ou l'autre ? Moi, je pense que on connaît la réponse. On l'entend, la réponse. Voilà. Je vois. Trop bien. Est-ce que si vous avez eu l'expérience de l'holacratie ou... Non. Un petit peu. Non, enfin... De manière inofficielle aussi, justement. Où une équipe où chacun prend un petit peu ses rôles, ses rôles, justement, mais c'est pas de manière officielle. Je pense que ça peut être dans une entreprise ou une grande entreprise avec peut-être une hiérarchie différente, mais certaines équipes qui fonctionnent sous ce système-là. Donc c'est sous ça, je pense, la manière un peu inofficielle que... Ouais, c'est ça. Nous, à la base, j'avais 2 formateurs et puis des collègues. Et puis, normalement, il y a quand même une certaine hiérarchie aussi au sein de l'EPFL. J'étais dans un département de l'EPFL dans lequel il y a un président du département de l'EPFL. Et ça, nous, les apprentis, on le ressent pas trop. On n'était pas des employés. Nous, on restait dans notre petite équipe. Je dis nous aussi parce que j'étais avec un autre apprenti, ce qui rendait la chose un peu plus agréable aussi. C'est clair. Voilà. Trop bien. T'en penses quoi, Marie-France ? Nous, on essaye aussi de le mettre en place. En tout cas, j'essaye de le mettre en place dans l'équipe, d'écouter leurs idées, d'écouter leurs besoins aussi, et puis de travailler en équipe et pas que diriger. Il y a le travail à faire, il y a les tâches à faire, mais il faut essayer d'être le plus créatif aussi possible et puis trouver du plaisir dans le travail. Je pense que c'est important qu'ils aient du plaisir. Les apprentis doivent aussi y trouver leur compte et puis avoir envie de venir. En fait. Ça va avec la motivation. La motivation, je pense qu'il ne faut pas trop repousser justement les apprentis de ce point de vue-là, où il faut vraiment essayer de les faire venir ou essayer justement de les garder une certaine attraction pour justement le travail, parce qu'on peut, en tout cas je parle de mon expérience, mais ça peut arriver, des fois on perd la motivation, ou on n'a pas vraiment envie de venir, ça peut arriver, mais c'est toujours une bonne chose, justement en favorisant ce genre d'espace, ce genre d'environnement, de laisser des portes ouvertes, de justement laisser des opportunités pour justement évoluer dans telle ou telle chose qui veut évoluer. Donc c'est assez cool. Est-ce que tu as noté une grande différence, Laurent, entre tes collègues pendant que toi, tu étais en holacratie, puis les autres? Enfin, je sais pas si tu as eu des collègues qui étaient en... Dans quel sens est-ce que les mêmes collègues agissaient différemment? Ouais, ou par exemple tes camarades de cours, ou...
Je sais pas, des personnes... Moi, je peux vendre un peu Coca, dans le sens où c'est aussi une question de personnalité, mais Arthur Descopec, qui est dans ma classe, qui travaille chez Coca, et bah lui, vraiment, c'est le plus efficace de la classe, quoi. Ah ouais, mais de très loin, c'est fou. C'est hyper cool parce que lui, c'est vraiment un bosseur, et en même temps, il est pas enfermé dans le travail. Parfois, on a, suivant comment l'impression, mais plutôt par rapport à ses projets perso à lui, que il se donne trop pour le travail. Mais au-delà de ça, moi, en venant visiter les locaux de Coca ici, j'ai un peu mieux compris pourquoi, comment ça fonctionne bien, lui, avec l'apprentissage. Parce qu'on n'a pas tous cette relation vraiment presque fusionnelle avec l'apprentissage. Il y en a qui sont là par dépit, il y en a qui sont là juste plus ou moins parce qu'ils avaient envie. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain rôle que l'entreprise joue pour que ça fonctionne aussi bien qu'avec Arthur. Même si Arthur, il a vraiment quand même une personnalité. À la base, c'est un bosseur, voilà. Ok, donc tu dirais plutôt que c'est... Positif, pour moi. Ouais, mais est-ce que tu dirais plutôt que c'est vraiment le rôle de l'entreprise qui joue le plus gros dans tout ça, ou plutôt juste qu'il est bosseur, puis qui Arthur est un bosseur. Est-ce que Arthur était autant un bosseur avant de venir chez Coca? Je ne sais pas. Ok, je vois. Je ne suis pas payé non plus par Coca. Je comprends. Après, au-delà de ça, j'ai pas trop d'autres témoignages, donc je peux pas vraiment faire une comparaison. Ok, ouais. Mais ça se ressent aussi dans la classe. Enfin, il n'y a pas que toi qui le ressens. Et c'est plutôt tout le monde voit que Arthur, Je pense que tout le monde sait à peu près que Arthur, c'est un bosseur. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est aussi certains profils. Il y a l'autre Arthur, mais c'est un truc avec le prénom. C'est ça. Parce qu'on a un autre Arthur dans la classe qui est lui aussi vraiment. Il y va, quoi. Ok. Trop bien. Bah, du coup, je peux enchaîner. Parfait. Tu m'ouvres des portes avec les questions. C'est incroyable. Du coup, est-ce que vous vous sentez plutôt évoluer dans le métier, donc plutôt peut-être pour toi et pour les autres, mais en tant qu'apprenti, justement en cours d'apprentissage. Donc, je parlais justement d'évoluer en autonomie au fil des années qui passent. Mais même peut-être en tant que maître d'apprentissage, est-ce que vous vous sentez vraiment évoluer avec l'apprenti, puis plus vous lui enseignez, plus ça devient approfondi ou intéressant de lui enseigner d'autres choses? Oui, mais après tout dépend de la personnalité de l'apprenti aussi. Plus il est demandeur, plus on va lui donner. Moi, si je vois que l'apprenti il a envie de travailler, je vais lui déléguer d'autres tâches. Ah, trop bien. On va lui donner. Toujours avec, je pense, le formateur, il a cette casquette il est responsable quand même si c'est pas super bien exécuté. Je pense qu'au début, on donne des tâches qui ne mettent pas en danger. Vraiment, pour moi, c'est important qu'ils aient l'espace d'évoluer sans qu'ils soient en danger. De donner, on organise un événement, si ça se passe mal, puis quoi? Ils mettent pas la vie de quelqu'un en danger. Enfin, ils sont pas en danger eux-mêmes, donc ils peuvent évoluer quand même librement. Et puis, je pense plus on avance au fil des mois et des années, et pour autant qu'ils en aient l'envie et la motivation, on va leur donner de plus en plus de tâches, on va leur déléguer de plus en plus de choses peut-être intéressantes. Ils évoluent. Et vraiment, pour moi, ils sortent, ils ont un vrai papier avec des vraies qualités et il vaut quelque chose. C'est important pour moi qu'ils sortent de ces 3 ans avec un papier qui a une valeur et qu'on puisse dire que Chem2Chem a donné ça à cette personne et a donné des vraies compétences. Le papier vaut quelque chose au bout des 3 ans. Pour moi, c'est vraiment d'une importance, c'est capital. Ils sortent de là, c'est important. Que ce soit vraiment reconnu, puis qu'on sache vraiment que il vaut comme un peu, pas comme les autres, mais sur différents niveaux. Il a une bonne valeur. En tout cas, quelqu'un qui sort de chez nous, en tant qu'employé de commerce, il a quelqu'un qui est compétent. Pour moi, c'est important. Et j'ai commencé la formation avec une non-mise en danger. Et puis, on garde la responsabilité. En tant que formateur, il a fait une bêtise. Je vais assumer, mais c'est pas grave.
Mais c'est un vrai rôle. Ouais, je suis aussi d'accord là-dessus. Au début, on essaie de justement pas trop de donner de tâches qui peuvent toucher à des choses plus grosses ou importantes ou vraiment sensibles. Mais plus on, surtout dans mon métier, si je fais n'importe quoi, il y a moyen de faire péter pas mal de choses. Puis c'est pas des petites choses. Donc c'est clair qu'il faut faire vraiment gaffe. Mais plus on évolue, plus c'est intéressant. Enfin, plus on touche à des choses plus grosses et plus approfondies, plus c'est vraiment intéressant. En fait, plus c'est des grosses tâches. Donc ça peut vraiment améliorer les compétences, forcément, et faire évoluer aussi un sentiment de bien-être, parce que du coup on a une marge de progression qu'on peut mesurer puis qu'on peut regarder, autant du point de vue d'apprentissage puis des apprentis. Donc c'est assez cool. Est-ce que tu veux réagir, Léa? Je rejoins un petit peu ce que disait Marie-France, pardon. C'est vraiment la motivation, les compétences qui rentrent en ligne de compte. Moi, c'est un petit peu pareil. Quelqu'un qui est très motivé, qui a envie de mener des projets et tout ça, je vais lui donner plus, par rapport à sa motivation, ses compétences, tout en mettant pas en danger, évidemment. Mais je vais donner de plus en plus, en fait. Donc, c'est un petit peu un échange. Ça peut se passer complètement différemment d'un apprenti à l'autre. Mais moi, je suis pour que l'apprenti, pour moi, à la sortie, c'est un employé qualifié. Donc, il est autonome et c'est cette autonomie que j'essaie de transmettre tout au long de l'apprentissage. Donc, l'autonomie, la capacité, le métier en lui-même, les responsabilités. Et puis alors, bien sûr, s'il y a un problème et tout ça, la responsabilité, c'est la mienne, parce que voilà. Mais il y a aussi cette confiance, cette motivation qui se construit tout au long de l'apprentissage. Et puis, c'est ça qui va un petit peu guider les projets et les responsabilités de l'apprenti. Et plus les années passent, dans la logique des choses, plus il est censé prendre en autonomie, justement, et mener des projets de A à Z, tout seul, quoi. Ouais. Moi, pour ma part, en tant qu'apprenti, j'ai aussi envie de dire que l'apprenti devient adulte. Il y en a pour la plupart. Alors, il y en a qui commencent l'apprentissage en étant déjà adulte. Mais il y en a quand même, je pense, une majorité qui évolue à partir de, je sais pas, quel âge on commence l'apprentissage, 15, 16 ans. Mais même à partir de 17 ans, pour moi, c'est une entrée dans le professionnel. Donc forcément que l'apprenti, il évolue énormément parce qu'il découvre ce que c'est le vrai monde. On sort des études, on sort de, entre guillemets, la vie facile et on entre dans la vie pratique. Alors, facile ou pas facile, voilà, ça, je sais pas, mais en tout cas, on sort de la vie théorique. Et donc, là, c'est vraiment, faut faire les choses, on a des contraintes, on a des deadlines, des obligations, on n'a pas tous le temps de tout faire, voilà. Et donc, pour moi, dans ce sens-là, l'apprenti, il évolue énormément parce qu'il se découvre aussi. Moi, j'ai envie de souligner un truc, c'est que quand j'ai, du coup, cherché mon apprentissage, forcément, j'ai révisé les questions d'entretien d'embauche. 3 qualités, 3 défauts. Classique. Et quand je les révisais, ça me paraissait pas naturel. Forcément, je disais des choses qui étaient vraies, mais c'était révisé et j'ai dû chercher pour les trouver. Alors que maintenant que j'ai appris à travailler, j'ai appris à être autonome, à mener un projet et tout, et je suis capable de sortir des vraies qualités, des vrais défauts qui font sens avec comment je travaille et avec mon efficacité et la façon dont j'interagis avec les gens et tout. Donc c'est aussi apprendre à se connaître, faire un apprentissage. Tu sais te vendre du coup. Oui, je sais me vendre, mais surtout je me connais. Oui, c'est pour se vendre, il faut savoir se connaître. C'est une vente honnête. C'est une vente honnête. Pas d'arnaque. Là, c'est ça. Une question plutôt pour vous maintenant, du coup, Léa et Marie-France. Est-ce que vous essayez de faire évoluer vos apprentis aussi dans leur département ou dans d'autres départements? Peut-être des fois en troisième ou dernière année ou avant-dernière année, on essaye de faire un stage peut-être, soit dans notre entreprise, soit dans notre département. Est-ce que ça arrive avec vos apprentis? Alors, pour ma part, les apprentis employés de com, généralement, ils sont reliés directement à un département, en compta, voilà. Mais étant donné que le siège est à Renan, on a tous les départements qui sont au même endroit. Donc, c'est vrai que c'est un avantage quand même. Clairement. Puis on est un grand groupe, donc
c'est un avantage parce que s'il faut voir quelque chose en compta, on passe une porte, on a la compta. C'est très facile. Quelque chose au RH, on passe l'autre porte, puis on est au RH. Donc, on a la possibilité. Là, par exemple, on a une apprentie à Neuchâtel. On l'a fait venir à Renan pour qu'elle fasse 2-3 jours en compta, 2-3 jours au RH pour qu'elle voie aussi un petit peu autre chose. Ouais. Alors, je ne sais pas si on qualifierait ça de stage ou autre, mais en tout cas, on a la possibilité un petit peu de voir d'autres choses. Après, pour tout ce qui est les apprentissages de la construction, ça, c'est moins flexible, on va dire. Okay. C'est-à-dire qu'un apprenti étancheur fait son apprentissage les 3 ans dans le domaine de l'étanchéité à Renan, par exemple, ou à Neuchâtel ou autre. Mais c'est vrai qu'il reste dans son domaine. Par contre, il change d'équipe. Donc ça fait aussi d'avoir un autre chantier, un autre chef d'équipe. Ça change un petit peu la dynamique. Puis on s'adapte, on apprend à s'adapter et à travailler avec d'autres personnes. Et puis, on a aussi les ferblantiers. L'apprentissage de ferblantier, c'est 4 ans. Et puis, en fait, la dernière année, pour leur examen, ils ont l'obligation de faire de l'étanchéité aussi. Okay. Donc, vu qu'on a un grand groupe, à l'interne, ils ont la possibilité d'aller dans une autre société ou une autre succursale pour apprendre l'étanchéité. Ah, excellent. Donc, ça, c'est un avantage d'être un groupe et puis de voir autre chose et puis un petit peu de bouger. Trop bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de bouger un peu, toi, Laurent ? J'ai changé d'équipe, du coup. Oui. Mais ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai changé de département de l'EPFL. Ça, c'est assez intéressant. Donc, en fait, l'EPFL s'est divisé en 5 ou 6 grandes factions du département. Je sais plus, j'ai plus le terme exact, mais voilà. Et en fait, du coup, avant, j'étais plutôt dans le domaine écologie et architecture. Et là, je suis en IC, donc en informatique et communication. Donc, en fait, ça change beaucoup de choses de ce que je vais faire, ce que je vais rendre et tout. C'est pas la même ambiance. Par exemple, là où j'étais avant, écologie et architecture, il y a aussi le génie civil. Il y a vachement plus une ambiance étudiante. Et puis, c'est moins basé sur de la recherche. Ce qu'on fait au niveau des news et tout, on parle beaucoup de la vie étudiante parce qu'elle est effervescente là-bas. il y a vraiment beaucoup de vie. Alors que là où je suis maintenant, informatique et communication, c'est un domaine qui est plus important dans la recherche. Et donc, on va plus aller traiter des sujets qui sont de la recherche, qui sont très sérieux et tout. Et j'ai aussi eu l'occasion de faire pas mal plus d'événementiel dans ma nouvelle place. Et donc, voilà, quoi, ça change pas mal de choses, de par aussi l'équipe. Voilà, j'ai changé d'équipe. Mais c'est le même apprentissage. Je vois. Quand même. Mais c'était cool de voir d'autres gens, faire nouveaux contacts et tout. Trop bien. Petite question aussi pour du coup les maîtres d'apprentissage. Une question qui m'intéresse. Est-ce que vous suivez le parcours de vos apprentis une fois qu'ils ont leur papier, puis qu'ils essaient de trouver du job? Est-ce qu'ils en trouvent d'ailleurs? Est-ce que c'est facile d'en trouver? Alors moi j'en ai engagé. Voilà, je les ai gardés. Pas tous. Après, moi je les suis un peu sur LinkedIn. Je ne vais pas aller au contact d'aller les rechercher. Salut, tu vas bien? Non. S'ils veulent venir me voir, ils viennent. Mais voilà, ça, on reste là, dans la rue. Mais non, j'ai assez peu de contacts finalement. Mais je vois j'ai vu ce qu'ils sont devenus. Tout à fait. C'est pas du stalking à la loupe près. Non. Alors, pas pour ma part en tout cas. Un petit peu pareil, hein, je sais ce qu'ils sont devenus. J'en ai eu pas mal, parce que ça fait pas mal d'années que je suis formatrice, mais c'est vrai qu'ils ont tous trouvé du travail. Après, il y a toujours ces deux casquettes, l'apprentissage employé de com ou bien construction. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai, comme je disais au début, construction, on manque de main-d'œuvre qualifiée, donc... c'est quasi sûr qu'on a une place en sortant de là. Généralement, nous, on propose une place aux apprentis d'office. C'est cool, et je leur dis à l'entretien d'embauche de l'apprentissage. C'est trop bien. Mais après, bien sûr, s'ils ont envie d'aller faire leur expérience, ils peuvent. Mais c'est une belle porte qui s'ouvre. C'est une très belle porte. C'est rassurant, en tout cas, pour l'apprenti, justement. Exactement, de nouveau, dans cette idée
passage à l'âge adulte, quoi. Est-ce que je vais trouver du travail? Je sais pas ce que Est-ce que j'ai bien choisi? Ouais. Non, alors on propose une place, puis c'est vrai que à l'entretien, souvent il y a les parents, et les parents sont très contents. T'es obligé de les vendre. Qu'on ait ce discours-là, donc ils sont encadrés. On essaie vraiment de donner une formation de qualité en faisant un suivi tant au niveau de l'école, de l'apprentissage, enfin de tout. Et puis à la sortie, sauf si vraiment il y a un gros couac, généralement on offre une place, on les engage. Enfin, c'est la suite logique pour nous. Ouais. Voilà. Ok, sympa. Petit sondage du coup maintenant. Un jeune qui hésite entre commencer pardon, je vais le reformuler. Un jeune qui hésite à commencer l'apprentissage plutôt que les études, justement gymnase et autres, tu lui dirais quoi dans une, deux phrases? Mais si c'est ce qu'il veut faire, il ne faut pas qu'il hésite, il faut qu'il fasse un apprentissage. Moi, je pense qu'il a directement la pratique. Ouais, je pense que c'est bien. Mais s'il ne sait pas. S'il ne sait pas, alors là, c'est différent. Alors ça, mais... S'il ne sait pas, il faut qu'il fasse des stages. Bah oui, voilà. tout à fait. Pour tester un petit peu les métiers, les différents métiers. Je pense qu'on peut se rendre compte... Alors, je conseille toujours des stages longue durée, un peu plus de 3 jours. Pour se rendre compte. Voilà, pour vraiment voir ce que c'est. Mais il est en immersion dans l'entreprise, donc il a directement des collègues. Voilà, moi, j'engage pas d'apprentis s'ils n'ont pas fait 5 jours de stage au minimum chez nous. Ouais. Donc, tous nos apprentis, ils ont fait 5 jours. Surtout que c'est un métier du chantier, donc on sort de l'école, des bancs d'école, à aller sur les toits. Ouais. C'est important de savoir ce que c'est, de venir à 6h30 le matin, de travailler toute la journée dehors, sur les toits, avec la chaleur ou le froid, dans les deux cas. Donc, voilà, je trouve que c'est un gros changement et il faut le préparer au mieux. Donc, voilà, je pense qu'un stage... voilà, des fois, j'encourage même les jeunes de venir faire un stage chez nous puis d'aller faire un stage ailleurs. Ouais. Aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs ce qui se passe. D'autres métiers. Après, on a des tendances. Certains aiment bien le médical, par exemple. Mais dans le médical, il y a plein de métiers où ils aiment bien la construction. Mais la construction aussi, il y a plein de métiers. Voilà. Donc, cibler 2-3 critères de comment on est, parce qu'on se connaît, on aime bien travailler à l'intérieur, à l'extérieur, enfin voilà, 2-3 critères, et par rapport à ça, faire des stages. Je pense que c'est vraiment le mieux. Okay. Et les entreprises sont de plus en plus ouvertes à accueillir des stagiaires pour partager le métier. Sympa. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, il y a quand même... Faut pas renier non plus les études. Bon, là, on est plutôt des partisans de l'apprentissage. Mais pour moi, c'est déjà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel métier tu as envie de faire? Est-ce qu'on peut le faire plutôt par les études, plutôt par l'apprentissage? Et puis, je pense que c'est une question aussi de est-ce qu'on se sent d'avoir des responsabilités? Ouais. Et comme on disait, il faut essayer, il faut faire des stages. Mais c'est quand même la voie du travail et la voie des études. Ouais. Dans quoi est-ce qu'on se sent le plus, le plus attiré, le plus à l'aise? Et puis, moi, j'ai quand même envie de dire, pour ma part, comme je l'ai ressenti, tous ceux qui ont de la peine à l'école, tous ceux pour qui l'école, c'était compliqué, l'apprentissage est une très bonne voie. Ouais. Ça n'empêche pas de refaire des études après ou de ne pas faire d'apprentissage et faire des études. Mais moi, je conseillerais pour quelqu'un qui a eu de la peine avec les cours, justement, de faire un apprentissage. Mais si je peux juste rebondir, des personnes aussi qui ont de la facilité à l'école, l'apprentissage est aussi bien. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on quand même, on scinde ces deux parties, mais... Ouais, c'est deux divergents, ouais. Mais je connais... plusieurs personnes qui ont beaucoup de facilité à l'école, mais en fait, c'est juste pas fait pour eux. Ils ont envie d'entrer dans le monde du travail parce qu'ils ont envie d'apprendre directement un métier. Ils ont cette envie-là. Et pourtant, les cours, c'est facile pour eux. Ouais. C'est très intéressant. J'avais jamais entendu ça, mais ça fait personnes complètement qui étaient sens, quoi. Au gymnase, Mathieu, facilité, des 5 partout. Non, mais j'arrête parce que moi, j'ai envie de travailler. J'ai juste envie de... Commencer, quoi. Voilà, commencer. Puis peut-être que ma voie, c'est une voie plus manuelle. Puis c'est clair qu'en faisant des études, voilà. Même si j'ai de la facilité. Ouais. Ouais, c'est clair. Je pense que... Je n'avais jamais pensé à ce paradoxe. C'est très, très cool. Et question pour toi, Marie-France. À un patron qui hésite à prendre un apprenti, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'y aller, de foncer. Feu.
Par contre, il faut quand même dégoter du temps, il faut être motivé. Je lui conseille d'avoir une personne qui va prendre en charge cette formation, qu'elle ait vraiment envie. Ouais. On donne pas, on dit pas à quelqu'un, vas-y, forme un apprenti, débrouille-toi. Je pense qu'il faut vraiment qu'il ait cette envie d'être avec un jeune, qu'il ait envie de transmettre son savoir. Il faut que la personne elle ait envie. Autrement, c'est pas correct pour le jeune qui arrive. Pour l'apprenti, je trouve que c'est pas correct. Ouais. Donc, il faut quelqu'un qui s'engage, qui ait une motivation, qui a envie d'être avec lui, qui a envie d'être au contact des jeunes. C'est pas donné à tout le monde. C'est juste. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Non. Donc, je pense que je lui dirais fonce, mais avec les bonnes personnes. Ouais, c'est un vrai engagement. Mais c'est une vraie reconnaissance. Ah, c'est clair, Ouais. c'est une belle récompense. Ouais. Je pense. C'est ouais. clair, des deux côtés. Trop bien. Et un autre mini sondage rapide, du coup, pour tout le monde. Si tu devais recommencer, plutôt apprentissage ou études? Je ne sais pas ce que vous avez fait à la base. Moi, j'ai fait études, Moi aussi. mais je pense que je recommencerai apprentissage Ok. manuel. Trop bien. Ouais. Pourquoi? J'ai l'impression que j'étais un petit peu dans un cocon pendant les études. Alors, oui, ça m'a ouvert des portes. Hein. Je dis pas, je suis contente de ce que j'ai fait, mais maintenant que je coach les apprentis, que je les engage dans plusieurs métiers, dans plusieurs domaines, je me rends compte en fait de tous les domaines qui existent. Et peut-être qu'à l'époque, j'étais pas au courant. Ouais. Donc, aussi dans les classes, je pense qu'ils donnent... Enfin, dans les classes. À l'école obligatoire, ils donnent pas toutes les clés, ils expliquent pas Totalement tout ce d'accord. qui existe. D'ailleurs, ce que je fais maintenant, c'est que je passe dans les classes directement. Ça, c'est cool. Ouais, je vais dans les classes pour Excellent. expliquer les métiers. Alors, bien sûr que c'est des métiers, je dis étanchéité, blantier, couvreur, Oui, et bien qui me regardent. Mais je pense qu'il y a une manière de présenter le métier qui peut être sympa, et c'est des choses qu'on peut découvrir et qu'on savait pas du tout. Enfin, on sait tout ce que c'est un coiffeur, mais on sait pas forcément tout ce que c'est un étancheur. Bien sûr. Ouais. Donc déjà, alors ma mission maintenant, c'est de passer dans les classes, d'aller présenter les métiers, et généralement, c'est ce qui fonctionne le plus. C'est clair. J'ai des jeunes qui m'attendent derrière la porte que j'ai fini ma présentation, parce que j'enchaîne les présentations, plusieurs classes, et qui me donnent leur CV, qui viennent faire un stage, et là, j'en ai génial. engagé 2 comme ça. Oh ouais. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bien de connaître toute la panoplie de métiers qui existent. Et en plus, franchement, on a une chance énorme, c'est qu'on est en Suisse et qu'on a la possibilité de choisir. C'est juste. Et je trouve que ça, on le met pas assez en avant. Dans d'autres pays, ils doivent faire juste ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là. Mais on est en Suisse, on a la possibilité de choisir études, travail, et dans toutes les places d'apprentissage qu'il y a, tous les métiers possibles, c'est ça qui... c'est ça qui est beau. Donc, je pense à refaire, je me poserai plus la question de, qu'est-ce qu'il y a comme métier? Je me renseignerai sur, pas tous les métiers, mais beaucoup en tout cas. Et puis, je choisirai ma voie plus en fonction. Ouais, c'est cool d'avoir les infos, justement, de passer, au moins donner l'information que ça existe. Voilà. Même que tu n'as peut-être pas envie, mais c'est pas grave. Voilà, mais Au moins, juste t'as de l'info. savoir. Puis des fois, c'est une vocation, mais je ne savais pas. Je ne savais pas, À et fond. voilà, À fond. je me lance là-dedans. Ouais. Toi, Laurent, plutôt... Moi, je pense. Alors, je suis encore au début de mon parcours, il faut le savoir, il faut le dire. Hein. Mais je suis assez satisfait de mon parcours. Ouais. Je me le relancerai pas dans des études si je devais recommencer. Ok. Par contre, j'ai le projet de recommencer les études après. Ok. Moi, à la base, en fait, mon métier de rêve, c'est de prof. Ok. J'ai vraiment, pour moi, une vocation de prof. Et en fait, au secondaire, on m'a dit, c'est beaucoup d'études d'être prof. Ouais. Et j'ai dit, je veux plus être prof. et en fait, du coup, j'ai pris maintenant pas mal de recul avec ça, avec cet apprentissage. Maintenant, je suis compétent dans d'autres domaines et tout. Et je me dis que j'ai envie de reprendre cette formation-là, mais pas forcément comme je l'entendais à la base. Plutôt, du coup, je travaille soit dans une agence, soit en indépendance. Et à côté de ça, je donne des cours. Comme par exemple à l'ERACOM. Trop bien. Moi, mes cours professionnels que je fais 2 fois par semaine, c'est souvent du coup des gens du monde professionnel qui travaillent à 20% dans l'école et puis qui donnent des cours. Ouais, à fond. Donc je pense pas que je referai des études juste à la base. Ouais. Par contre, je suis content de mon parcours. Bah écoute, c'est très bien. Et moi, je viens du monde des études. J'ai fait le gymnase et après, j'ai fait l'école hôtelière. Donc, c'est des études, mais il y a un mix entre la théorie et la pratique. C'est juste. Tout au long de cette formation, école. Voilà, donc c'est les deux mondes quand même, pour ma part.
Ok. Ouais. J'ai vraiment les deux. Intéressant, ça, c'est d'avoir les deux, justement. Trop bien. Ouais. Excellent. Trop bien. On arrive gentiment à la fin. Avant de conclure, place au petit rituel de cette nouvelle saison d'En Vrai, donc notre podcast. Donc chaque invité de l'épisode précédent laisse une question au prochain intervenant. Donc justement, c'est trop bien. Ouais, c'est très cool. Vous allez pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, on a comme question de Florence quel est le premier truc que tu fais le matin en te réveillant? Aïe. Moi, je suis un très mauvais exemple parce que le premier truc, et c'est assez systématique, c'est que j'ouvre mon téléphone. Ouais. Et je regarde ce qui s'est passé globalement. Je pense pas que je vais aller scroller, mais je regarde si j'ai des notifications. Ouais. La classique. Mais on essaie de limiter ça parce que c'est pas sain. Je rejoins. Ouais, pareil. Il y a des cas qui sont. Mais on se soigne. Pour être honnête. On essaye. Il faut déjà être conscient que c'est pas bien et après. C'est une première étape. Transparence, voilà. T'as Marie-France. La même chose, hein. Même chose. Ah, pardon, ok, je connais, d'accord. Mais on se soigne, justement. On essaye, en tout cas pour ma part, j'essaye de faire autre chose. De lâcher. Je peux comprendre. Et pour ma part, c'est soit je bois de l'eau, classique, soit je prie. Donc, c'est les deux rituels. J'essaye de vraiment pas toucher au téléphone. C'est vraiment une mauvaise habitude que j'essaye de perdre. Mais ouais, c'est soit boire de l'eau, soit prier. C'est un des deux trucs que je fais. Deuxième question de Militia. Pardon si j'ai écorché son nom. Qu'est-ce que t'apportent du coup les réseaux sociaux? C'est une question plus globale. Ah bah tiens, ça s'enchaîne très bien. Voilà, tu vois, c'est parfait. Mais des idées, moi je dirais des fois. Je le prends plus comme ça en tout cas, des idées. Très bien. Oui, clairement, je rejoins, des idées, Moi, c'est... Alors, moi, je regarde beaucoup de contenu, mais c'est aussi parfois... j'ai un Instagram et un TikTok qui sont remplis des petits hacks en rapport avec ma formation. Donc, j'apprends quand même pas mal de trucs sur TikTok et Instagram, de par juste comment faire cet effet-là, comment faire ça. Et puis, moi, au-delà de ça, c'est beaucoup de fun, parce que je fais aussi du contenu. De plus en plus, j'essaie justement, alors pas d'avoir un Instagram d'influenceur, mais juste avoir plus de choses qui me représentent et tout, et puis du contenu drôle. Et intéressant. Voilà. Donc, moi, ça va dans ce sens-là. C'est clair. Ça va très bien. Puis pour ma part, c'est aussi du contenu plutôt informatif. C'est pas trop du contenu genre du doom scroll où vraiment tu t'apprends rien. C'est juste des fois un peu de divertissement, mais ça se mélange entre les deux. Information, divertissement, c'est assez varié. Et troisième et dernière question de Jonas. Est-ce que tu pourrais vivre 1 an sans réseau social? Ça dépend des conditions. Ça dépend dans quel contexte tu es. Si tu es en ville et que tu as beaucoup d'interactions, je dirais que c'est plus difficile que si en fait tu es tout seul sur une île. Moi, tu me mets tout seul sur une île en mode survivaliste, je suis très heureux. Vraiment, vraiment, je suis refait. C'est la cure totale. J'apprends à vivre avec moi-même et tout ça. Mais par contre, je trouve les réseaux sociaux... c'est pas nécessaire, on pourrait tous le faire, mais c'est plus compliqué maintenant. Oui, c'est compliqué. C'est clair, Pour ma part, je pourrais. Et puis, pour la petite anecdote, il y a quelques années, j'ai perdu mon téléphone. J'ai décidé de pas en racheter. Oui, ça va pas durer longtemps, je sais plus, peut-être 1 mois, mais vraiment peu. Mais en fait, voilà, par contre, c'est tout un monde, Enfin, je me rendais pas compte, mais on donne un rendez-vous, il faut y être. Sinon, on peut pas vite appeler la personne pour lui dire, j'y suis pas. Alors maintenant, je travaille avec mon téléphone, donc c'est différent, mais c'est vrai que je me suis dit, je vais faire une cure, c'est l'occasion. De toute façon, j'ai plus de téléphone. Et puis, le fait d'avoir fait quelques temps sans téléphone, ça fait du bien. Mais alors vraiment, je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu. Pour ma part, moi, ça m'est arrivé aussi quand j'ai changé d'un téléphone à l'autre, puis j'ai eu des problèmes de backup de trucs. Et donc, j'avais plus de réseau. J'avais mon téléphone, mais j'avais plus de réseau. Et franchement, uniquement Wi-Fi. Et à la base, moi, je suis quelqu'un de très social et j'aime beaucoup les interactions, mais j'ai eu quand même vachement plus d'interactions sociales que d'habitude. Quoi. C'est triste, mais c'était fun, c'était marrant.
Ça, Marie-France? Oh, mais moi, j'aimerais bien m'en séparer. J'aimerais arriver à ça, ouais. Ouais. Ça serait bien. C'est possible. Tout est possible. Ouais, je pense. Peut-être pas encore maintenant. Ah ouais, ça va, Allez, je pense que ça encore va un peu. s'empirer. Encore quelques années, puis après, Je suis pas addict, je peux m'arrêter quand je veux. un peu. Ouais. Et pour ma part, je pense aussi que je pourrais. Par contre, il y a... Ouais, on le sent quand même quand on n'a pas les réseaux sociaux. C'est vraiment une autre ambiance. Enfin, dans le sens où vraiment, on sent qu'on a une certaine attraction vers ça. Puis ça peut être compliqué des fois, surtout si on a du contenu informatif. Justement, perdre ce fil conducteur, enfin ce fil d'information. Il faut essayer de le retrouver ailleurs. Ouais, Faut Mm-hmm. se débrouiller, quoi. Donc, ouais, je pense que je pourrais, mais c'est clair que ça va être pas facile. C'est pas une tâche facile, je pense. Non, Pour effectivement. beaucoup de gens, en tout cas. Trop bien, on arrive à la fin, donc merci infiniment à nos invités et à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous regardent ou nous écoutent plutôt. Donc si cet épisode vous a inspiré ou vous a plu, pensez à partager et à nous suivre sur Cocat Écoute. Si ce n'est pas déjà fait, likez et abonnez-vous, c'est très important pour ne rien manquer et une prochaine.